jour, on faisait une réunion pour justement sur l'entretien du comportement dans le bureau, l'inspecteur. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, la femme de ménage, elle n'est pas contente, hein, parce que le matin, elle arrive à 6h, 5h30, 6h, elle n'arrive pas à ouvrir la porte parce que le dernier partant, elle a oublié de mettre la clé dans la boîte à clés. C'est idiot comme truc, hein. Mais comme ça m'arrivait souvent d'être le dernier à partir, j'ai compris la leçon et je mettais la clé systématiquement après au bon endroit, je n'emportais pas chez moi. Et ceci, c'est important d'écouter, c'est des détails incroyables. Et il faut avoir le souci des plus humbles. Le plus souci des plus humbles, ça, c'est capital. Parce qu'ils sont à votre service peut-être, mais vous aussi, vous avez à les servir. Vous êtes aussi à leur service. Il y a deux mots principaux de ma vie auxquels je tiens, j'ai tenu et je me suis tenu. C'est aimer. Et je l'ai fait à travers ma famille, à travers mes hommes. Et puis servir, le deuxième. Servir, mais c'est en tant que serviteur. Même si vous êtes un grand chef, vous êtes le serviteur des autres. Ça, il faut savoir. Ça, c'est capital. Ça fait partie de l'éthique d'un patron. Bonjour à tous, une interview un petit peu spéciale cette fois-ci. On ne va pas interviewer un avocat, un gestionnaire de patrimoine ou ce type de métier, on va interviewer mon grand-père. Mon grand-père est général, il a été à la tête dès ses 21 ans d'un groupe de 70 harkis. C'est quelqu'un qui est passionnant. J'ai eu la chance de l'interviewer il y a environ 2 ans sur l'intégralité de sa vie et je trouvais ça extrêmement pertinent d'aller vous faire profiter d'une partie de son savoir, et notamment en matière de management. Il est passé par d'innombrables postes, il a eu une carrière très riche puisqu'il a été militaire tout au long de sa vie. Et donc, je vous présente Robert Régnier qui va, pendant une petite trentaine de minutes, répondre à nos questions autour du management et comment savoir gérer et motiver ses équipes. Bien, alors je suis, premier temps, le grand-père de Louis. C'est très important pour nous, pour moi. La famille, c'était l'essentiel dans ma vie. Avant le métier passionnant auquel j'ai participé. Voilà, j'ai fait 41 ans de carrière. J'ai terminé comme général, 4 étoiles. J'ai aussi occupé des postes extrêmement différents. Ma formation initiale Saint-Cyr, suivie de l'école d'application d'infanterie. Puis en Algérie, je me suis retrouvé à la tête d'une arcade de 70 hommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Louis. J'ai continué ensuite en divers régiments, en France, en Allemagne beaucoup. J'ai commandé un bataillon de chasseurs mécanisés, le 8e groupe de chasseurs mécanisés en Allemagne. Et puis j'ai ensuite, sur un grand moment de ma carrière, été à la tête de l'école d'application de l'infanterie à Montpellier. Un moment extraordinaire de côtoiement des jeunes qui m'ont enthousiasmé par leur motivation, leur éthique pour des tas de choses. Et ensuite, j'ai terminé comme inspecteur des réserves et de la mobilisation, puis 1 an au cabinet du ministre, toujours dans le domaine des réserves. J'ai une femme adorable, 62 ans de mariage, c'est une paille, 4 enfants qui ont tous réussi, et 10 petits-enfants qui sont en train de faire la même chose. Donc j'en suis heureux. Alors d'abord, je vais faire un préliminaire. C'est que du fait de mon métier, il y a une différence fondamentale entre le management dans le civil et le management militaire. Dans le civil, on dirige une entreprise, on dirige des hommes, on dirige dans tous les domaines possibles. Dans l'armée, on commande. C'est une profonde différence. Pourquoi ? Parce que la responsabilité, on l'a comme là le chef d'entreprise, comme là le patron de n'importe quelle boîte. Mais nous, on a une responsabilité d'hommes que l'on va peut-être emmener au sacrifice suprême. Donc ceci est important et les prises de décision que nous prenons doivent être profondément réfléchies, profondément pensées, parce qu'il y a une chose importante pour nous, c'est la mission à accomplir quoi qu'il arrive, mais en ayant toujours à l'esprit que nous envoyons au combat des jeunes souvent, qui peuvent mourir si nos décisions que nous avons prises ne sont pas les bonnes. C'est un préliminaire, mais je pense que c'était important.
important de le dire. Alors moi, si je devais définir la manière de commander, vous permettrez de manager si vous voulez, d'abord il faut savoir montrer l'exemple. Il faut être absolument un élément vers lequel les gens qui sont sous vos ordres ou qui travaillent avec vous à vos côtés vous considèrent comme un homme bien en qui ils peuvent faire confiance. Ça, c'est la première des choses pour moi, à mes yeux. C'est très important, montrer l'exemple. Le deuxième volet, il est commun à tout le monde, il faut savoir écouter, beaucoup écouter. Chacun d'entre nous a la possibilité d'apporter une information et qui peut modifier la direction, l'action qui va être menée par l'entreprise ou par le commandement, bien entendu. Je l'ai dit un peu, instaurer un climat de confiance. Ça, c'est capital. Parce que s'il n'y a pas de confiance entre le chef et ses subordonnés, ça ne marchera jamais. Il faut absolument insister là-dessus. La confiance, c'est important. Alors, il faut refuser toute trahison et ne jamais trahir l'un de ses hommes, l'un de ses subordonnés. Jamais. On n'a pas le droit. On doit même veiller sur eux. Bon, il faut savoir déléguer. Ça me paraît évident. Mais déléguer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler. Vous déléguez, vous confiez une tâche, confiez une mission pour nous, mais il faut s'assurer que les gens ont bien compris, ça me paraît essentiel. Ce n'est pas toujours le cas, hein. En particulier, il y a des actions complexes qui ne sont pas simples à réaliser. Donc il faut déléguer, mais il faut pouvoir contrôler. Il ne faut pas que le subordonné ressente ça comme un contrôle, genre contrôle fiscal, hein. Pas ça du tout. C'est un contrôle, vérifier qu'il a bien compris la mission, qu'il a bien compris ce qu'il a fait, il l'a fait en respectant certaines règles, toujours en respectant une certaine éthique. Tout ça, c'est capital. Contrôler, faire les remarques qui vont bien, ne pas comment dirais-je, blesser les gens parce qu'ils ont mal fait, au contraire. Alors il faut aussi, à mon avis, faire le point de temps en temps, ça s'appelle, je ne sais pas comment chez vous, selon un rythme à définir. Faire des réunions, ce que nous on appelait des réunions de commandement avec les principaux responsables. Il faut en limiter, enfin, bien fixer le plan d'action, le plan qu'on va avoir à faire. C'est très important, ne pas faire des réunionites qui n'en finissent pas et qui n'apportent rien. 1 heure, c'est bien. 2 heures, c'est le maximum d'une réunion. Au-delà, les gens divergent et ne traitent pas le sujet qu'on essaye de voir. Alors il faut aussi, alors c'est important, je parlais tout à l'heure délégué, mais aussi il faut donner de l'autonomie à tout le monde. Chacun, connaissant bien la tâche qui lui a été fixée, j'y reviendrai, connaissant bien cette tâche qui a été fixée, puisse travailler librement sans être enquiquiné par le patron ou par qui que ce soit. Alors, il faut bien sûr que vous êtes le patron. Donc votre comportement est essentiel. C'est vous qui, je l'ai dit un peu d'une certaine manière dès le début, montrez l'exemple, mais votre comportement, ils vous accepteront ou ils vous refuseront selon le comportement que vous avez à leur égard. Alors, premier point, vous êtes le chef, vous êtes le patron. Moi, j'ai toujours refusé le tutoiement. Même à mes chauffeurs, même à mes conducteurs, mes radios, mes choses comme ça, j'ai toujours voulu imposer, je me suis imposé le vouvoiement. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas, on respecte les gens. Mais je sais que pour les jeunes aujourd'hui, ça c'est un problème difficile. Mais si vous avez affaire, vous êtes ancien, plus ancien, un jeune ne doit pas vous tutoyer. Moi je crois. Et vous ne devez pas le tutoyer. C'est une forme de respect. Ça n'est pas une forme de snobisme ou de mépris à leur égard. C'est une forme de respect, le tutoiement. Le vouvoiement, pardon. Le comportement,
On peut prendre des pots avec les gens, mais il ne faut pas se saouler devant eux. Pour moi, c'est essentiel. J'avais, quand je commandais, fixé à mes hommes 2 règles. Respecter, être rigoureux, être exigeant, mais interdire tout débordement du genre alcoolisme. L'alcoolisme, ça tue la confiance, ça tue tout. Les gens qui sont sous les ordres de ceux qui boivent ne les aiment pas, finissent par les trahir. Voilà, donc c'est pour ça que moi je vous dis que le comportement c'est essentiel. Il faut aussi soutenir vos subordonnés, il faut les soutenir, il faut les encourager même. Il faut leur dire c'est bien quand ils font quelque chose de bien, quand ils font quelque chose de pas bien, on dit ah t'aurais peut-être pu faire mieux, mais c'est quand même bien, tu as progressé, il faut trouver les mots qui vont bien dans ce domaine-là. Alors il faut les valoriser, les subordonnés. Hein. Dès qu'il y en a un qui fait un truc extraordinaire, il faut le mettre en avant. Attention tout de même. Il y a beaucoup de jalousie entre gens de même niveau. Donc ne pas valoriser quelqu'un de manière excessive, dans la mesure où les autres vont se sentir un peu vexés, et puis ça va détériorer le climat de confiance. Donc il faut valoriser le plus possible. Quelquefois on se tête à tête, c'est peut-être suffisant quelquefois, sauf quand le résultat est vraiment exceptionnel. Mais ne pas veiller à ce que les autres ne s'en sentent pas, eux, au travers de l'un d'entre eux, dévalorisés. Je pense en particulier quand il y en a un qui est un peu qui roule un peu des épaules, là, hein, et qui donne l'impression aux autres de tirer un peu trop la couverture à lui. Voilà, ça me paraît essentiel. Alors, quand j'ai pris mes commandements successifs, j'avais une phrase peu connue de tout le monde, mais quand vous arrivez quelque part, il faut penser à une chose. Il ne faut pas tout bouleverser tout de suite. Il faut chausser les bottes de son prédécesseur et en changer la paille. Ça me paraît essentiel. Ensuite, quand vous changez de job, quand vous succédez à quelqu'un, faites attention à ne pas bouleverser tout. Si vous bouleversez, vous allez bouleverser l'ensemble de l'unité ou l'ensemble de l'entreprise que vous prenez votre temps et progressivement vous ferez évoluer les choses. Mais ne pas le faire brutalement. Alors ce qu'on trouve intolérable, qui m'est intolérable pour moi, ça me paraît important de le dire aussi, c'est la drogue, l'alcoolisme, j'ai déjà dit, l'insolence et le non-respect des autres. C'est très, très fréquent ça. Des gens qui briment ceux qui sont à côté d'eux, ça s'appelle quelquefois du harcèlement. Ça, c'est à proscrire, mais absolument systématique. Alors, des petits points de détail, n'oubliez pas une chose qui me paraît importante. Chaque fois que vous le pouvez, faites un tour dans chacun des bureaux qui sont à côté de vous. Quand vous avez des bureaux, c'est pareil. Et puis discutez avec chacun de vos adjoints ou s'associer pendant quelques minutes. Et c'est là que vous allez voir des gens qui vont vous dire des choses que vous n'attendiez pas. C'est aussi vrai de la pause café. Il ne doit quand même pas excéder 20 minutes parce qu'après, on ne travaille plus. Hein. Mais pendant les pauses café, on résout souvent des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre autrement. Je commandais l'école d'application d'infanterie à l'époque. J'avais un chef de cabinet remarquable, mais qui avait tendance à m'enfermer dans ma tour d'ivoire. Et un jour, j'ai appris que les femmes de ménage, j'ai appris ça comme ça, que les femmes de ménage qui s'occupaient des logements de mes lieutenants n'en pouvaient plus, parce qu'elles entraient dans ces chambres, c'était un capharnaüm, c'était bazar, elles n'arrivaient même pas à nettoyer tellement, c'était ça. Alors j'ai rien dit à personne, et puis j'ai été les voir. Et on a discuté longuement, et elles avaient raison. J'ai vu le capharnaüm que j'avais jamais vu avant. Et j'ai vu qu'il y avait des planches à voile, il y avait
des tas de choses, les lits non faits, les choses comme ça. Et là, j'ai mis le haut là. Et j'ai soutenu les femmes de ménage. Et les femmes de ménage m'en ont été profondément reconnaissantes. Une autre histoire, alors là, qui est un détail, mais qui est amusant. Un jour, on faisait une réunion pour justement sur le traitement du comportement dans le bureau. J'étais chef de bureau à ce moment. Et donc j'étais inspecteur. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, la femme de ménage, elle n'est pas contente. Hein, parce que le matin, elle arrive à 6h, 5h30, 6h, et la porte, elle n'arrive pas à ouvrir la porte parce que vous avez oublié de mettre la clé, le dernier partant a oublié de mettre la clé dans la boîte à clés. C'est idiot comme truc. Hein. Mais comme ça m'arrivait souvent d'être le dernier à partir, j'ai compris la leçon et je mettais la clé systématiquement après au bon endroit et je n'en portais pas chez moi. Et ceci, c'est important d'écouter. C'est des détails incroyables. Mais il faut avoir le souci des plus humbles. Le souci des plus humbles, ça, c'est capital. Parce que ils sont, vous n'êtes pas seulement, vous êtes à leur service. Ils sont à votre service peut-être, mais vous aussi, vous avez à les servir. Vous êtes aussi à leur service. Il y a deux mots principaux de ma vie que je tiens, auxquels j'ai tenu et je me suis tenu. C'est aimer, et je l'ai fait à travers ma famille, à travers mes hommes, Merky en particulier, et puis servir, le deuxième. Servir, mais c'est en tant que serviteur, même si vous êtes un grand chef, vous êtes le serviteur des autres. Ça, il faut savoir. Ça, c'est capital. Ça fait partie comment dirais-je, de l'éthique d'un patron. Alors, il y a une autre chose aussi. Vous êtes quelquefois placé aux ordres des autres. Alors, je vais citer le général Delattre, je crois. Non, c'est pas Delattre, c'en est un autre. Servir d'amitié. Obéir d'amitié, plutôt. Obéir d'amitié, ça, c'est bien. C'est bien d'obéir d'amitié. Mais vous voyez, ça revient toujours à cette notion de confiance. Et les gens pour nous, étaient prêts à aller à la guerre quand ils vous respectaient et qu'ils étaient prêts à vous soutenir dans toutes les circonstances. Bien, quand j'arrivais dans un endroit, je te dis, au premier temps, je gardais au début, je gardais une certaine distance. J'observais. Et il y a des gens qui effectivement cherchent à bouffer le patron. Hein. C'est évident. Hein. Ils ont une grosse personnalité. Et j'observais ces gens-là. Je leur confiais une tâche. Ils accomplissaient ou ils n'accomplissaient pas la tâche. Et si la tâche n'était pas bien accomplie, je les ramenais dans le droit chemin. Et à ce moment-là, même ces grandes gueules, eh bien, elles se taisaient, elles obéissaient. Ça, c'est important. Il faut savoir, même les gens qui ont une très forte personnalité, il faut encourager les grandes et fortes personnalités, il ne faut pas les décourager, mais il faut savoir les cadrer, leur dire attention, c'est pas vous le patron, même pas, et c'est pas vous qui faites la politique de l'entreprise. Je ne crois pas, c'est moi qui l'a fait. Alors ça, c'est un autre aspect du problème, comment arriver à parler un peu du travail dans l'entreprise, si tu veux, un peu. Lorsque j'arrivais dans une unité, on faisait toujours un plan d'action. Plan d'action, on définissait les axes principaux de travail, c'est nécessaire, écrit. Ensuite, je définissais les responsabilités dans un document que tout le monde avait, les responsabilités de chacun avec ses limites. Ça, c'est aussi important, que les gens sachent bien ce qu'ils ont à faire et que ce soit écrit une bonne fois pour toutes et qu'ils le respectent. Et ensuite, je donnais les points de comportement, des choses comme ça. Bon, il y avait chaque semaine ce qu'on appelait un petit peu le conseil des disciplines, où les gens qui avaient fait des bêtises étaient présentés au patron. Et alors là, il fallait écouter les trucs un petit peu comme au tribunal, hein. Et puis les recadrer, leur donner
une sanction éventuellement, et puis leur fixer un objectif, un nouvel objectif pour qu'ils arrêtent de faire des conneries. J'ai eu peu de cas pas de révolte, parce que les révoltes, je les mate. Enfin, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Mais en particulier, il y avait, en parlant de responsabilité, un caractère très fort des responsables, j'avais un très brillant chef de bureau opération qui on a reçu des voitures dans le régiment, une pour le patron, une pour le médecin-chef, et en principe, une pour le second du régiment, puis il y en avait une autre, 4e, on ne savait pas qui l'affectait. En fait, le médecin-chef, c'était pas automatique. Et moi, j'avais dit, le médecin-chef aura sa voiture. Et le patron en question a voulu, lui, il voulait absolument avoir une voiture. Il s'est rentré dans mon bureau, il dit, oh, écoutez, c'est pas normal que moi j'ai pas, je suis responsable, etc. Je lui ai dit non, priorité au médecin-chef. Et il a dit non, il a discuté, il s'est mis, je lui ai dit, garde-le, vous respectez mes ordres, point, et vous pouvez sortir. Donc il faut savoir le faire. Un autre cas, mais alors différent, un ivrogne, un adjudant-chef, qui avait des raisons. Il avait fait l'Indochine, il avait été isolé dans son poste au milieu des Vietnamiens qui entouraient, tout seul, loin dans des conditions effroyables, entouré par les Viettes, et il s'était mis à picoler. Bon. Un jour, il est venu, on m'a dit, c'est plus possible, il picole. Hein. Je l'ai fait venir dans mon bureau, je me le suis engueulé comme c'était pas possible, et je lui ai dit, si vous continuez comme ça, je vous ferai la porte. Et il m'a écouté, puis il m'a dit, mon colonel, c'est la première fois qu'on me dit ce que vous m'avez dit. C'est la preuve qu'il faut savoir expliquer aux gens les raisons pour lesquelles on les sanctionne, hein, et puis les sanctionner quand il le faut. Voilà. Génération Z, comme on vous appelle, a beaucoup tendance, d'abord elle est très individualiste. Alors que nous, on arrivait à créer dans l'armée ce qu'on appelait l'esprit de corps, c'est-à-dire tous pour un, quoi. Hein. C'était une unité qui se constituait. Là, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Ils sont parfois insolents, ils sont irresponsables quelquefois. Je suis dur avec eux, mais je parle de ceux qui marchent pas bien. Hein. Il y en a qui ont une autre manière de se comporter. Et je sais que c'est plus difficile. Faut fixer des règles. Il faut dire, moi j'accepte ça, je n'accepte pas ça. Il faut leur donner de l'autonomie, mais en fixer les règles de l'autonomie. Faut pas laisser faire n'importe quoi. Si tu laisses faire n'importe quoi, à ce moment-là, tu as toutes tes chances pour que ça soit vite l'anarchie. Hein. Alors s'il y a une autre chose dont je voulais parler, parce que ça me paraît essentiel, c'est que le chef, il est là pour décider. Mais il ne le fait pas comme ça. Il ne le fait pas en disant, en se levant le matin, j'ai eu une idée au cours de la nuit, je fais ça. Non. Il faut commencer par analyser la difficulté, vraiment l'analyser. Ensuite, étudier chacun des points, de vos responsables qui ont leur propre idée, que ce soit le budget, que ce soit la logistique, que ce soit autre chose, que ce soit d'autres éléments. Chacun exprime son truc. Nous, on avait un truc particulier, c'était l'adversaire. Ça peut exister chez vous d'ailleurs. L'adversaire, c'est la boîte concurrente qui va faire comme vous ou mieux que vous. Et chacun, on analysait tout ça. Ensuite, on essayait de formuler 2 ou 3 possibilités d'action. Et le chef écoutait, il prenait. Puis à un moment donné, il décide. Il prend la décision qui lui paraît la meilleure. Et ça me paraît essentiel. Il faut être compétent aussi. Hein. L'exemplarité, ça existe, mais il faut être exigeant, mais
avec son propre égard et à l'égard des autres. Hein. La compétence individuelle, mais aussi collective, il faut en prendre en compte. L'esprit de décision. Ah oui, alors là, bon, je ne vais pas faire de politique parce que c'est pas le moment. Mais ce qui me nargue dans notre pays, en France actuellement, c'est le manque d'autorité et le manque d'esprit de décision. Ou de décision prise comme ça, sur un coin de table, des choses comme ça. Non, une décision, c'est mûrement réfléchi. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et surtout, il faut décider. Une décision, c'est Kissinger, je crois, qui disait. Le problème, c'est toujours choisir entre des difficultés, enfin, ou des décisions à prendre mauvaises. Il faut prendre la moins mauvaise. Hein. Mais il faut que le chef décide. S'il ne décide pas, il peut se tromper. Parce qu'il peut se tromper quand on prend une décision. Mais au moins, il aura décidé. Comme ça, les gens savent où ils vont, savent dans quelle direction ils vont. S'ils ne savent pas dans quelle direction ils vont, c'est une catastrophe. Alors, il faut beaucoup d'humanité. Ça, j'insiste là-dessus. Hein. Il faut être juste. Et puis, on a en face de soi des hommes. Ils ont leurs problèmes. Il faut bien les connaître. Il faut connaître leurs problèmes familiaux. Quand il y en a un qui ne tourne pas rond, il a toujours une raison de ne pas tourner rond. Souvent familiale, quelquefois autre, ou du boulot, dans le boulot, parce qu'il se sent brimé ou limité. Il faut le prendre en tête à tête et discuter avec lui. Et il faut tout savoir de ceux qui sont avec soi. Tout. Hein, leur vie de famille, leurs trucs. Bon. Et surtout, ne jamais en parler à d'autres. On garde ça pour soi, on sait, c'est tout.